parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Les grandes gueules sur Radio Espace, mesdames et messieurs, sur Espace TV. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité, c'est le but qu'on s'est fixé. Évidemment, à travers cette émission depuis plus de 10 ans en terre guinéenne. Merci à vous, à l'international. Merci à Sola Média, évidemment, qui relaie cette émission sur Twitter, entre autres, aussi sur Facebook. Twitter, d'ailleurs, qu'on vous recommande forcément, si vous voulez, en tout cas, réagir, interagir sur nos sujets, vous partez là, le hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans cette émission. Les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Les Guinéens s'apprêtent à vivre les lendemains de Ramadan que le gouvernement leur promet difficile. Il n'y aura aucun choix là-dessus. Le prix, en tout cas, de carburant devrait augmenter. Difficile de savoir pour l'heure à quel pourcentage, mais les citoyens semblent avoir peu de choix. La demande sociale devient de plus en plus préoccupante. Il le dit ce matin, Jacques Lewaleno. Dans un contexte de crise sanitaire, le président Condé vient de proroger l'état d'urgence sanitaire. Donc, pour certains compatriotes, leur activité génératrice de revenus n'ont pas encore repris. Comment explique-t-il donc la situation actuelle? Nous posons cette question ce matin au président de l'Union démocratique pour la renaissance de la Guinée. Il dit, c'est lui prêt à répondre évidemment aux questions des grandes gueules. Baouri, vous l'avez compris, est notre invité ce matin. Mesdames et messieurs, grand oral à suivre donc. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Les GG avec l'équipe du jour. Mon cher Nabil Laï Moussa, bonjour. Bonjour Lamine El Grassi. Bienvenue. Merci. Bonjour Moussa Yoruba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Mamadou Lamine Girassi. Merci. Bien. Bonjour à vous Antoine Kourouma. Allez, pardon. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez. Permettez qu'avant de commencer, je commence par ce coup de gueule. Et c'est par rapport à l'ouverture de la route du côté de Dixine. L'ouverture de la route. Oui, la route pour laquelle Moustapha Naïté s'est longtemps battu et qui a été continuée par la nouvelle ministre. Nous constatons que la route jusque-là n'est pas encore achevée, mais elle a été ouverte. Lorsque vous passez aujourd'hui entre Dixine et la Camayenne, vous allez faire le constat qu'il y a encore 2 couches de goudron qui manquent. Bien. On a tout de même ouvert la route. Aujourd'hui, les couvercles des fosses sont encore visibles en plein milieu de la route et je crains qu'on ne finisse pas les travaux et que ça reste ainsi. Bien. Ce n'est pas une première en Guinée que les routes ne finissent pas, qu'on les mette en opération. Pour moi, il serait important que la nouvelle ministre des Travaux publics fasse en sorte que cette route finisse complètement avant de l'ouvrir. C'est très dangereux ce à quoi nous assistons. Beaucoup d'usagers nous ont appelé, nous-mêmes on a fait le constat sur le terrain que cette route-là est loin d'être terminée et on l'a mise en opération. Et moi, je crains je crains que des véhicules ne soient impactés par la mauvaise qualité de la route parce qu'on a comme l'impression que le plan de départ a été faussé et que ce plan qu'on nous offre là, il n'est pas celui-là qui était prévu. Et donc, il y a même, si vous faites le constat, des routes actuellement qui ont été ouvertes par endroits. On a fait des creux dans plusieurs parties des routes à Conakry qui jusque-là ne sont pas fermées et on est en pleine saison pluvieuse bientôt. Et je crains que la nouvelle ministre ne finisse pas complètement ces travaux-là et que ça ait un impact sur les usagers que nous sommes. Bien, même si ce n'était pas inscrit dans l'ordre du jour. Je sais, c'est un coup de gueule. Bien, non, mais attends, je pense qu'il y a longtemps que vous ne passez pas là-bas. Madame Yoro, on s'intéresse évidemment à cette actualité. Un cimetière de Kaporo équipé. Le sujet revient sur la CNA. Le sujet revient à la mine parce que la mairie s'est déclarée incompétente d'accompagner le projet. Vous vous souvenez, au départ, il y avait eu un tollé autour de cette question quand il y a eu une volonté manifeste des autorités de l'aménagement de la ville et du territoire de fermer le cimetière. Oui. Et c'est quand il y a eu quand même tout ce remue-ménage, toutes ces réactions, ces indignations sur la volonté de fermer le cimetière parce que les gens se sont posé des questions. Pourquoi fermer un cimetière? On a fait en sorte que les gens quittent, on a fait déguerpir des personnes, mais un cimetière reste un cimetière. Quoi qu'il arrive. Vous voulez le fermer, est-ce que vous allez arrêter les morts? Est-ce que vous allez suspendre les cas de mort? C'est ce qui inquiétait les citoyens parce que c'est pas seulement ceux qui étaient à Kapororaï qui inhumaient leurs proches là-bas. C'est notamment les gens de Koloma jusqu'à Dar es Salaam par endroit, des gens qui viennent inhumer leurs proches là-bas. Alors, à un moment donné, on n'a pas
pensé, parce que quand il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup d'indignation, le ministère a fait sortir un communiqué disant que c'était une volonté de suspendre les inhumations, le temps d'effectuer des travaux. Lamine, quand vous ne me regardez pas, je ne suis pas concentrée. Excusez-moi, madame, je vous regarde, pardon. Voilà. C'est bon de se regarder en parlant. C'est bien, bien. Allez-y, madame. Voilà. Regarde d'autres personnes. Je pensais que ça faisait... Non, mais je pensais que... Attendez. Le chroniqueur, c'est bien qu'il regarde... Le modérateur, c'est bien qu'il regarde la personne qui parle. Allez-y, madame. Sinon, vous n'êtes pas concentré. Bien. Vous cherchez partout dans le studio. Je pensais que ça ne faisait pas d'effet, en fait. Voilà. C'est Moussa, en fait. Voilà. Allez-y, madame. Non, Allez-y, tu n'es pas en madame. face de moi, Moïse. Bien. Allez-y, madame. Je regarde la mine. Bien. Alors, vous vous souvenez, quand il y a eu des réactions, le ministre a sorti ce communiqué disant que c'était une fermeture temporaire. Et finalement, on a vu que, bien évidemment, il y a des travaux tout autour du cimetière. Mais aujourd'hui, on a vu cette sortie de la mairie qui se dit incompétente d'accompagner ce projet de fermeture de cimetière, justement, parce que les gens, tout autour de ce cimetière-là, plusieurs personnes viennent inhumer leurs proches. Et qu'est-ce qu'on avait décelé tout au départ? Vous vous souvenez? Il y a eu beaucoup de jeunes, notamment, qui ont été tués pendant les manifestations politiques, qui sont inhumés là-bas. On a vu une volonté d'effacer l'histoire, de faire en sorte que, parce que toutes ces personnes, sur une plaque, les noms sont inscrits, et une façon de faire une sorte de mémoire, de savoir que tous ces jeunes-là qui ont été tués pendant les manifestations politiques sont inhumés là. Est-ce que les gens se sont interrogés? Est-ce qu'on veut effacer l'histoire? Est-ce qu'on veut faire en sorte qu'on ne sache pas que des gens qui ont été tués sont inhumés à cet endroit? Et on a pensé que c'était fini, l'histoire est close, mais ça revient. Et la mairie aujourd'hui, la commune de la commune de Ratoma se dit incompétente d'accompagner le projet du ministère. Il reste à savoir ce qui va se passer par la suite, parce qu'à un moment donné, on avait suspendu les enterrements. Qu'est-ce qui va se passer? Va-t-on laisser les gens continuent à inhumer leurs proches là-bas? Parce que je me dis que c'est un bout de terrain. Ça ne peut pas empêcher que d'autres choses se fassent dans les parages et qu'on laisse cet endroit, parce que c'est quand même la mémoire de beaucoup de personnes. Évidemment. Mis à part le côté politique de la situation de la mine, il y a des gens qui étaient là, qui ont été déguerpis, qui sont partis ailleurs, mais qui savent que leurs proches sont là quelque part, qui peuvent venir se recueillir. Moussa Moïse ne me dit là pas le contraire. Il a des proches qui sont à cet endroit. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'autres. Nous, on parle parce que oui, on a la chance, on a un micro, on peut parler. Mais il y a plein de gens qui s'indignent, qui sont touchés dans leur âme, dans leur chair, qui se disent mais c'est pas possible. Ils ne peuvent pas nous chasser des lieux et puis dire que oui, on ne peut pas venir se recueillir à la mémoire de nos proches qui vont fermer le cimetière, parce que quand vous fermez, finalement vous allez détruire. Il n'y aura plus de traces. Je suis pas vraiment d'accord avec vous. C'est là, je me dis que c'est un blasphème. Il ne faut pas aller jusque-là. Il ne faut pas pousser le cynisme jusque-là. Un État, c'est aussi se pencher sur certaines situations sensibles à un moment donné. Bien. Allez, le ministre quand même qui a fait une sortie là-dessus, je parle de Kourouma, il faut le rappeler, Jacques Liwaleno, qui avait dit que ça n'a rien à voir en fait à effacer à la mémoire, c'est important de le rappeler. Quand même, ce matin, je me pose beaucoup de questions parce que j'ai eu le maire ce matin, le courrier qu'il a rédigé, donc qu'il a adressé au gouverneur, qui est donc déjà sur les sites, en principe n'est pas encore arrivé, parce que lui-même il me disait qu'il est en direction du gouvernorat de la ville de Conakry. Quand même il me l'a dit clairement qu'il a reçu les sages, il a reçu les religieux, et en tant que premier citoyen de la mairie de Ratoma, il ne peut pas s'associer à un tel projet. Mais il envoie quand même deux arguments qui lui donnent quand même beaucoup de force. Dans un premier temps, il s'appuie sur les dates de rédaction des courriers. La date limite qui était indiquée pour la fermeture des cimetières, c'était le 10 mai. C'est le 10 mai qui a été indiqué. Le courrier autorisant la fermeture de ces cimetières est arrivé au gouvernorat le 20 mai. Et le même courrier est arrivé à la mairie de Ratoma le 27. Pour les cimetières dont on demandait la fermeture le 10 mai, c'est le 20 mai que le courrier arrive au gouvernorat, et c'est le 27 que le courrier arrive au niveau de la mairie de Ratoma. Le maire, il dit, mais il ne comprend pas. Alors que les travaux qui sont en cours, les travaux d'aménagement, ont commencé depuis janvier. Si on avait voulu respecter
la première autorité de la commune de Ratoma. C'est en décembre peut-être on allait saisir la mairie et puis discuter de toutes ces questions. Mais on attend parce qu'il y a le courrier qui est sorti bien entendu dans les médias et puis nous l'avons commenté suffisamment. Le ministre de la ville, je crois à l'époque, était dans l'obligation de reculer. Mais reculer comme ça devant les médias et puis il a tweeté, il est intervenu dans certains médias pour dire il n'est pas question de la fermeture des cimetières, mais en réalité il n'a pas lâché. Ouais. Et maintenant il cherche l'appui du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation parce que c'est à travers le ministère de Bourema Condé que ce courrier-là est sorti. L'autre argument que le maire avance et qui à ma foi est encore assez solide, il dit le plan d'aménagement d'une ville peut tenir compte de l'existant. Peut-être ceux qui ont été déguerpis, qui étaient des occupants illégaux, soi-disant, on peut bien entendu comprendre leur situation. Finalement, à la fin du compte, je vais terminer là, Lamine. Mais il y a des édifices publics. Par exemple, il y a la RTG là, c'est considéré comme un édifice public. Oui. Il y a la police là, c'est considéré comme un édifice public. Un cimetière, je ne crois pas que ce soit un édifice privé. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi, de la même manière qu'on a pris en compte le plan de la RTG et de la police sur ces lieux, on ne peut pas prendre en compte l'état du cimetière. En tout cas, il termine son courrier en demandant au gouvernorat de prendre en compte cette réalité qui était déjà là sur place. Les cimetières peuvent continuer à exister et la société qui est chargée d'aménager, n'est-ce pas, le site peut bien entendu prendre en compte l'existence de ces cimetières comme elle prend en compte l'existence de la RTG et de la police parce qu'elle n'ira pas casser un mur de la RTG pour dire ce n'était pas prévu comme ça ou bien un mur de la police pour dire ce n'était pas prévu comme ça. Donc, je pense qu'à un moment donné il faut qu'on s'arrête et j'apprécie cette démarche du maire qui se considère premier citoyen de la mairie et qui porte la voix de ses citoyens. Ce matin donc il va au gouvernorat. Et je crois que le général Mathurin Bangoura va quand même comprendre ce dysfonctionnement qui est inacceptable. Le fait que l'information qui lui a été donnée était censée prendre en compte une situation du 10 mai et le courrier est arrivé le 20 mai. Oui, avec cause de la hiérarchie, il va dire c'est le ministre qui m'a envoyé, je prends d'accord, mais en réalité, il faut prendre en compte cette réalité-là qui est évoquée de manière assez limpide par le maire Issa Souma, à qui je tire le chapeau ce matin. Bien, j'ai l'impression que c'est un jeu de cache-cache à la fin du compte. Daouda Mohamed Kamara, le ministre qui fait de son mieux, je parle de Kourouma évidemment pour essayer d'expliquer les bien fondé, entre autres, et c'est que Jacques dit ce matin en ce qui concerne l'argumentation et tout ça, je pense que c'est réel, parce que ce n'est pas privé quand même, ce cimetière. Non, c'est pas privé. Moi, je ne trouve pas que le ministre fasse de son mieux pour expliquer. Parce que s'il faisait... Il fait des acrobaties, il fait des acrobaties, bien sûr. Il fait des acrobaties, mais s'il faisait de son mieux pour expliquer, pour faire comprendre aux gens, et le maire, par exemple, dans son courrier, en tout cas, qui est dans la presse, à un endroit, dit ceci. Nous avons découvert que les travaux de voirie et réseaux divers centres directionnels de Koloma ont démarré au mois de janvier dernier sans que la mairie de Ratoma n'en soit informée. Nous pensons que si la mairie de Ratoma, sur le territoire de laquelle ces infrastructures vont être bâties, avait été consultée en application des dispositions du code révisé des collectivités, le projet aurait intégré nos préoccupations et ce problème de fermeture des cimetières ne se serait pas posé. Voilà un peu l'aspect, en tout cas moi, qui m'a interpellé. On ne peut pas engager des travaux, en tout cas des travaux colossaux dans une commune sans que la mairie ne soit informée ou ne soit même impliquée dans toutes les dispositions qu'on prend. Et qu'on vienne, si aujourd'hui les citoyens se révoltent et s'indignent, trouvent que c'est blasphémé ou bien c'est un degré très élevé du cynisme, c'est parce que quelque part, il n'y a pas eu de travail au début, à la base, qui permettent aux citoyens de comprendre aujourd'hui la portée de ce que les autorités veulent faire là. S'ils avaient rencontré les sages du quartier, la mairie, en tout cas les responsables de la commune, discuter avec eux par rapport à ce qu'on voudrait faire sur ces différents sites-là, et ensemble, ils auraient trouvé un plan B à cela. Est-ce qu'on a un autre endroit où on peut, en attendant, délocaliser nos enterrements? Ne pas quand même transférer les corps. Non, pas transférer les corps. J'ai dit délocaliser les enterrements. Délocaliser les enterrements, ça c'est ceux qui mourront pendant les travaux. Ceux qui sont déjà là, ceux qui sont là déjà
on peut penser à un plan de cadrage des lieux et savoir comment on peut protéger là, même si les enterrements ne peuvent plus continuer. Et ce qu'il faut aussi ressortir, ce n'est pas parce que quelqu'un a enterré quelque part qu'il n'y a plus à le déranger. Lorsqu'il y a des besoins sur là où il est enterré, et ces besoins qui sont vraiment avérés et qui sont justifiés, le corps peut être déplacé. Ça, ce n'est pas du blasphème, ce n'est pas du cynisme. Mais quand on a besoin des lieux, on peut déplacer le corps. Je le rappelle la dernière fois, j'ai dit là où se trouve le département de la communication aujourd'hui, il faut rappeler que c'était un cimetière à un moment donné. Le ministère de la communication. De la communication. Bien sûr. Okay. C'était le côté musulman du cimetière, le côté chrétien qui est resté là où sont couchés, je vais dire, les corps des Français et autres. Ça, il faut se dire que pour tout cela, il faut bien expliquer les choses. Il faut bien expliquer les choses aux gens et qu'ensemble vous trouviez des solutions. Mais lorsque vous le faites à toute tête, vous le faites parce que de façon unilatérale, vous allez être opposé à de la résistance. Et c'est ce qui est en train de se vivre aujourd'hui du côté de Bambeto. Ce n'est pas dit que c'est parce que c'est un cimetière que ça ne peut pas être déplacé. Ça peut bien être déplacé, mais il en faut de la manière. Les grandes gueules. J'ai envie de te jeter des pierres ce matin. Hein. Non, vas-y, Lamine. Vas-y, jette-moi les pierres, vas-y. Les grandes gueules. Mon problème, c'est ce coup de chapeau que vient tirer Jacques au maire de la commune de Ratoma. Ton problème? En quoi c'est ton problème, Antoine? Pourquoi tirer un coup de chapeau à un maire qui pratiquement est inexistant? Si le ministre ne l'a pas considéré, c'est parce que lui-même, Issa Souma ne se fait pas considérer. Faites la remarque par rapport à... Ce n'est pas vrai. Non, Jacques. Ce n'est pas vrai. Faites-moi donnez-moi un exemple Ce n'est pas vrai. Récemment... C'est pas parce que l'administration déconcentrée... C'est son opinion, Antoine. Heureusement que c'est mon opinion. Marche sur les collectivités décentralisées. Ce coup de chapeau, il ne le mérite pas, Issa Souma. Issa Souma ne le mérite pas du tout. Peut-être il peut le mériter. Je ne sais pas ce que tu as contre ce maire. Rien du tout. Je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre coup de chapeau reste levé. Vous ne pouvez pas lever un coup de chapeau à un maire qui pratiquement ne fait rien du tout dans sa commune. Montrez-moi un impact de ces maires-là sur leur commune, surtout celui de Ratoma. Antoine. Mais il ne fait pratiquement rien. On les a élus pour justement... Ça, c'est quelque chose. Porter la voix de ses citoyens, c'est quelque chose. Oui, il l'a fait après combien de temps? Bien. Quand il a reçu le courrier. Non, mais pas du tout. Mais là, quand il a reçu le courrier. Pour revenir au sujet, Lamine. C'est ça l'essentiel. Allez, voilà. C'est essentiel. C'était important que je fasse cette précision. Non, pas du tout, on n'a pas besoin. Pour ce qui est du comportement du département par rapport à ce cimetière, mais il y a un souci aujourd'hui par rapport à l'entretien des cimetières à Conakry. On l'a tous dénoncé, le comportement du département qui n'est pas normal. On ne peut pas faire une telle opération sans que les choses sans que les procédures ne se fassent dans les règles de l'art. Ouais. Mais l'autre souci, c'est par rapport à l'entretien des cimetières. Faites la remarque, Lamine, aujourd'hui, il est impossible de se recueillir sur un mort à Conakry. La plupart des cimetières sont délabrés, sont laissés pour compte. C'est en Guinée où je constate que on peut sortir, on peut venir enterrer un mort dans une tombe d'un autre mort. Ça se voit en Guinée. Ça c'est partout. Non, pas du tout. Ça c'est partout. Non, pas du tout. Je vous explique. Peut-être dans les cimetières chrétiens, oui, mais dans les cimetières musulmans. Attends, Cameroun, le cimetière Cameroun n'est pas chrétien. Même à Cameroun, on sort des ossements pour enterrer. Ce que je dis est très important. Allez-y, Antoine. J'ai comme l'impression qu'on se fout des morts en Guinée. Le constat que je fais, j'ai été dans des cimetières où nous marchons sur des corps, où nous marchons sur des terres où sont enterrées des personnes. Vous ne pouvez même pas vous recueillir parce qu'il n'y a pas d'aménagement fait pour qu'on sache qui est enterré là. Vous venez constater que même vous marchez sur... Vous voyez des os de personnes enterrées là. On a comme l'impression qu'on n'y sera pas un jour. Je constate que nous qui enterrons les morts, on n'a pas de respect pour eux. Bien. Vous allez voir qu'arrivé à Bambeto, les personnes qui y sont entrées, on ne les remarque que de par les piquets qu'on y a mis. Ouais. Parce que souvent, on vient déterrer quelques-uns pour entrer d'autres personnes qui sont mortes parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc, il serait important que les mairies se réveillent pour faire savoir que les cimetières peuvent constituer des sources de revenus pour eux. Ce que je dis, c'est quoi? Malheureusement, si c'est bien dans ces quartiers, aujourd'hui, évidemment, on fait toujours appel, l'appel des bonnes volontés, évidemment, pour le faire. Je vois à Bonfi, entre autres, il y a un B qui a fait un reportage là-dessus la dernière fois, malheureusement. Cela relève des mairies parce que les cimetières appartiennent aux mairies. Je suis d'accord avec toi. Il revient aux maires d'aménager les cimetières. Bien. Ça peut être
dans d'autres pays, les cimetières, un seul trou. On va tous mourir la mine, mais c'est important que nous, lorsque nous enterrons, pas qu'il y a un problème d'espace aussi. Espace peut-être, mais on peut s'organiser. On peut faire en sorte que les morts qui sont enterrés, qu'on puisse au moins savoir qui est enterré là. De nos jours, la plupart des traces ont disparu. On est contraint parfois de venir faire le constat malheureux qu'il n'y a plus rien qui reste des corps qu'on y a enterrés. Merci. La faute à qui? La faute aux mairies. Merci beaucoup. Et donc, Antoine. Issa Souma, carton rouge. Bien, allez, c'est son opinion aussi. Hein. On va pas faire débat dessus, Antoine. Allez-y, allez-y. On va faire débat dessus, Antoine. Voilà, on respecte ton opinion. Allez-y, mon cher Moussa. Oui. Quand même. Je sais pas pourquoi tu en parles à Jacques depuis hier. Allez-y, allez-y. Je trouve quand même que si on décide, et d'ailleurs cette décision de fermer momentanément les cimetières, je pense que c'est juste une stratégie pour après ne plus les ouvrir. Ah ouais? Oui. Tu le penses comme ça? Oui, je le pense. Pour après ne plus les rouvrir et permettre donc que ces cimetières soient, disparaissent. Mais je trouve que pour des questions... C'est là-bas que je rejoins un petit peu Daouda Mohamed, parce qu'il n'y a pas une pédagogie en fait là-dessus. Pour des questions d'intérêt public. Et quand vous avez les autorités qui mentent aussi, ça devient très compliqué. Hein. Oui, pour des questions d'intérêt public, on a vu du côté de tout n'est pas politique. Le barrage de Soapeti, les cimetières ont été immergés pour que le barrage puisse être construit au bénéfice du peuple de Guinée. Ça, c'est compréhensif. Mais à Koloma, pour quelques mètres carrés, sincèrement, donner à des sociétés, la plupart à des sociétés privées qui ont acheté avec l'État, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut mettre en avant cette question d'intérêt public. Je ne pense pas. Là où les habitants de Kaporo Rail ont été déguerpis du côté de l'ambassade, c'est la même chose qui a été faite. La vente des terrains, elle a été, en la majorité des cas, vendue à des particuliers, à des sociétés privées. Donc, pour le cas de Bambeto de Kaporo, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un acte cynique, à mon avis. D'un acte cynique qui a été pris pour des raisons autres que des raisons liées à l'aménagement du territoire et dont la finalité, c'est de se prémunir contre tout questionnement de l'histoire. C'est tout. Mais ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas prospérer. Je dis bien à ceux qui ont pris la décision de suspendre, prendre une décision de suspension ou d'interdiction des enterrements, c'est avoir le pouvoir de donner l'ordre à la mort de ne plus tuer. Donc c'est avoir le pouvoir démiurgique de suspendre également les cas de mort dans les familles, dans les quartiers. Bien. S'ils ont ce pouvoir, je trouve qu'on peut leur obéir. On peut leur obéir parce qu'au moins ils ont la possibilité de rajouter à leur décision administrative la décision comme telle qu'ils ont pu négocier avec l'ange de la mort pendant une certaine période, le temps de la fermeture bien entendu des cimetières. L'ange de la mort n'agira pas. S'ils nous donnent cette garantie des échanges qu'ils ont eus avec l'ange de la mort, nous comprendrons aisément que ces cimetières peuvent être fermés le temps des travaux et rouvriront lorsque le contrat signé donc avec l'au-delà arrivera à terme. Mais qu'on arrête de nous embourber avec ça. On a mieux à faire que de s'attaquer à quelques mètres carrés qui ne peuvent absolument rien gâter dans l'aménagement d'un espace comme l'espace de Koloma. Qu'on arrête. Bien. Et puis, ce n'est pas par le gouverneur qu'ils vont passer pour exécuter une telle décision. Il ne peut pas être le bras raccourci de telle besogne. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Bien. Moi, je trouve donc qu'il faut un peu de recul, qu'on arrête d'être cynique jusqu'au trognon. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas harceler les vivants. Ils vont mourir. Ensuite, on va au niveau des cimetières, on trouve des raisons fallacieuses pour dire momentanément parce qu'à la grandes gueules. Vous avez vu les travaux, comment est-ce qu'ils continuent du côté de Koloma? Il n'y a absolument rien qui entrave le bon déroulement de ces travaux à la mine. Parce que les morts, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas la queue leu. Les familles ne se suivent pas avec leurs cadavres à chaque minute, à chaque heure, de telle sorte que les caterpillars qui travaillent puissent être interrompus. C'est faux. Je ne vois pas ce qui se passe. Allez, même plus dans... S'il y avait la mine de la raison, parce que je trouve que c'est irrationnel, s'il y avait de la raison dans la démarche, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils seraient passés par les sages, le secrétariat général, par les sages, par la mairie. Ils auraient trouvé, en concertation avec l'autorité communale, un moyen, puisqu'ils ne peuvent pas suspendre les cas de mort, un moyen de trouver un espace où on peut enterrer les gens en attendant. Mais
on oublie une chose. Un cimetière, c'est un lieu public. C'est ça. Pour l'instant, on n'a pas de cimetière privé ici. Ouais. On n'a pas de cimetière privé. D'autant qu'on n'a pas d'espace. Le peu qui reste pour enterrer les morts. Vous voulez tout fermer dans le but de tout raser plus tard. C'est pas normal. Donc je trouve que pour cette décision, moi je crois le cas particulier de Bambeto interpelle parce que fondamentalement on y a des corps des victimes des différentes manifestations. Sinon, un cimetière, vérifiez, vous comprendrez que il y a des remblais par exemple dans des cimetières parce qu'il n'y a plus il n'y a plus d'espace pour enterrer. L'exemple de Voilà, donc, mais je dis, ça ne tient pas pour Koloma, ça ne tient pas pour Atoma. Je peux bien comprendre dans le sens du fait que les autorités communales n'ont pas été associées à la décision, parce que si les autorités communales étaient associées, on ne serait pas en train de discuter de ça aujourd'hui, parce qu'ils auraient trouvé un autre moyen, soit sur place, soit ailleurs. Mais il faut dire que, j'insiste encore, le problème, c'est l'aménagement du territoire. Lorsque vous fermez un cimetière, là, vous en ouvrez un autre ici. Mais le travail pouvait être fait. C'est pourquoi j'ai dit que le travail pouvait être fait en amont, en travaillant avec les autorités. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Je peux comprendre. Mais il y a un autre problème. Mais dire qu'on ne déplace pas un corps, on ne déplace pas un corps, ça, on déplace. Il y a un autre problème dans cette histoire. Je ne crois pas que le ministère de la Ville nous ait annoncé clairement qu'il va mettre d'autres édifices à la place des cimetières. Il dit tout simplement que les cimetières vont être fermés momentanément pour permettre à ce que les travaux continuent. S'il nous avait été dit, comme vous le dites, qu'on va mettre par exemple un département ministériel sur le cimetière de Bambeto, mais ce n'est pas ce qui est prévu. Bien. Il est prévu juste, on dit, c'est des routes, c'est des aménagements, etc., etc. Je crois qu'on peut tenir compte de la présence de ces cimetières et puis aménager le reste du site. En même temps, je pense qu'à un moment donné, dans notre pays, il faut qu'on arrête d'effacer l'histoire, de vouloir effacer, parce qu'on ne peut pas effacer. Il y a des choses qui peuvent faire partie de nos... partout dans le monde, vous avez vu ce qui s'est passé au Rwanda. C'est des lieux en Allemagne, les fours crématoires. C'est des zones, c'est des endroits que vous pouvez garder. Ça fait partie de l'histoire du pays. C'est des gens qui pourront un jour venir. Ça peut rapporter même à l'histoire du pays. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au Camboiro, les cellules où les gens étaient détenus et tout. Partout, on conserve l'histoire. Ça permet d'écrire une page de l'histoire du pays. Mais ici, on veut tout effacer. Il faut qu'on sorte de là. C'est de l'opportunisme. On veut se servir d'une situation pour effacer une page. Cette histoire dont vous parlez, je peux la comprendre. Cette histoire dont vous parlez, madame, cette histoire dont vous parlez, c'est parce que... Mais je pense que... il faut faire attention. Lorsque vous voulez parler des victimes des manifestations, je suis bien d'accord. Ça, c'est une histoire. Mais le cimetière en tant que tel, on ne peut pas être d'accord que ça ne peut pas être fermé. Lorsque vous parlez de l'histoire, lorsque vous parlez de l'histoire liée aux victimes des manifestations, je suis d'accord. À cause de saute d'humeur, à cause d'une volonté de tout politiser, parce qu'on veut tout politiser. On veut pour défendre une personne, pour défendre quelqu'un qui est là pour un temps déterminé, alors que rien n'est éternel, on ne veut pas suivre le sens de l'histoire. L'histoire dont on parle là, madame, l'histoire dont on parle là, c'est parce qu'on parle là des victimes. C'est parce qu'on parle là des victimes. On ne peut pas tout effacer. Je ne dis pas qu'on efface. Je ne dis pas. Parce que l'histoire retient toujours les choses. Je ne dis pas qu'on efface. Il faut aussi comprendre que même quand vous enlevez des choses, dont vous parlez à Bambeto, c'est le cas du Camboiro. L'histoire dont vous parlez à Bambeto, madame, il y a des archives, il y a des documents qui retracent l'histoire. Vous êtes allé du cas général au cas particulier. Le cas général, c'est le cimetière. Et moi, c'est du cimetière que je parle. Vous parlez de l'histoire particulière. Je ne sais pas ce qui t'énerve dans mes propos. Non, écoutez, arrêtez de me dire que je vous énerve. Vous m'énervez, non. M'énervez pourquoi? Pourquoi je m'énerverais? Je me pose bien la question. Je m'énerverais pourquoi? Je pose la question. Allez, les GG continuent sur Radio Espace. Voilà, les GG continuent hors antenne dans ce studio. Merci à vous, à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous le souhaitez, c'est hashtag Espace GG là, évidemment. Sinon, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir. Sous le coup de 10h, cabinet Condé. Évidemment, recueillera évidemment vos messages avec plaisir. Je me ferai plaisir de faire la lecture de vos messages, mesdames et messieurs. Je le disais tantôt à la une, les Guinéens s'apprêtent donc à vivre les lendemains de Ramadan que le gouvernement
gouvernement leur promet difficile, il n'y a aucun choix. Il le dit ce matin, Jacques Léo-Aleno, le prix de carburant devrait donc augmenter. Difficile de savoir pour l'heure à quel pourcentage, mais les citoyens semblent avoir peu de choix. La demande sociale devient de plus en plus préoccupante dans un contexte de crise sanitaire. Le président Condé vient de proroger l'état d'urgence sanitaire. Donc pour certains compatriotes, l'heure, nous allons essayer de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec évidemment le président de l'Union démocratique pour la renaissance de la Guinée, Bahouri, qui sera évidemment notre invité ce matin sous les coups de 10h. On continue l'émission, mon cher Moïse, avec cet autre sujet, le carburant, ce document en circulation donc qui maintient les prix. Hein, c'est bien cela, Moussa. Pourquoi tu fais comme ça? Mais c'est quoi cette histoire-là? Voilà, mais c'est pas possible. Oui. C'est un document pour lequel j'aime bien un dictateur, mais si les auditeurs savaient ce qui se passe dans ce studio, mais c'est extraordinaire. C'est important parce que deux fois, arrêtez, je n'ai pas envie de parler. Alors, arrêtez, parce qu'il faut suivre la ligne. Il faut suivre la ligne. C'est important. Discipliner là-bas, c'est important. Alors, il y a ce courrier qui est signé, certes, et qui définit les prix des différents du carburant donc que notre pays a, qui est carburant vendu dans notre pays, et vous avez les prix qui sont fixés en fonction de certains régimes. Oui. C'est un document pour lequel mes collègues ont appelé du côté du ministère de l'ONAP notamment pour avoir la confirmation sur l'authenticité du document. Oui. Ça n'a été ni infirmé, ni confirmé, à mon avis, et par les responsables qu'ils ont pu avoir. Mais ce document est quand même signé et ça a été adopté par la structure, par le comité qui travaille, le comité paritaire sur les prix de carburant dans notre pays, des produits pétroliers, et signé par le président, une structure donc adoptée le 31 mai 2021, c'est-à-dire hier. Donc vous avez, par exemple, pour... En clair, le prix reste maintenu. Oui, vous avez pour l'essence, le gasoil, le pétrole, le prix qui reste à 9 000 francs, en tout cas selon le document que nous avons en main. Et puis pour les autres régimes tels que les ambassades, le marché minier, le prix qui est différent. Et c'est ce que je soulignais hier, que quand on nous dit que l'augmentation, la diminution du prix du carburant ne profite pas au bas peuple, que ça profite plutôt à ceux qui prennent d'énormes quantités de carburant, j'ai dit que c'est par exemple les miniers, j'ai dit que les miniers et les ambassades, nous ne sommes pas du tout logés à la même enseigne. Parce que eux, ils ont quand même un prix qui est un tout petit peu inférieur. Par exemple, le marché minier, c'est à 9 500 francs guinéens. Donc, voilà un peu ce qui a été pris. Est-ce que ce document démontre que suite au tollé et à la frénésie qu'on a pu constater au niveau des stations-service dimanche, l'État, le gouvernement a décidé de reculer, d'attendre un tout petit peu que l'atmosphère, que la température redescende? Attendez, ou bien... c'est un document authentique ou pas du tout? Oui, c'est un document quand même signé et qui a un cachet. Ok. Qui a un cachet. Et donc, lorsqu'on appelle... est authentique ou pas du tout? Je pense qu'il est authentique. Je pense qu'il est authentique. Pardon. Parce que c'est quand même du ministère des Hydrocarbures. J'ai pu échanger avec l'Office des pétroles. Zakaria, qui n'a pas infirmé l'information parce que l'ONAP relève de son service. Il était ancien directeur général. Il dit que c'est pas lui qui fixe les prix. Je crois que ce sont il y a un comité paritaire. Les grandes gueules. Sauf que on a comme l'impression que ça a été... On a jeté le papier pour que la population se débrouille avec. Alors qu'on aurait pu communiquer. Allez, la patate était tellement chaude. Mais quel état, quoi. C'est incroyable. On aurait pu communiquer de façon professionnelle. J'ai une autre source au même ministère qui dit que c'est un travail mensuel. C'est chaque fin de mois, le travail, il est fait. Mais pourquoi c'est ce... Tu avales ça? Non, c'est la question que j'ai posée. J'ai dit, mais c'est un camarade, il peut avaler ça facilement. Voilà. La question, quand ça m'a été dit, la question que je me suis posée, pourquoi c'est cette fin de mois qu'on a eu accès à ça? Pourquoi pas les mois précédents? Voilà, j'ai réfléchi. Je pense que c'est assez simple. Je pense que c'est assez simple parce que le gouvernement, comme je le dis, dans l'administration, beaucoup de hauts cadres, beaucoup de hauts commis de l'État ont des stations-service. Je ne sais pas si dans un autre pays de la sous-région, vous avez autant de stations-service qui se font face, qui se tutoient. Et avec aucune distance de sécurité. Le ministre des Hydrocarbures interpellé à l'époque lorsque nous n'étions pas sous embargo gouvernemental, lorsqu'il a pris la parole, il avait reconnu que il a fait le constat et que un travail était en train d'être fait pour permettre à ce que les gérants des stations, en tout cas les patrons des stations, puissent respecter la réglementation. Mais cela continue. Chaque jour que Dieu fait, j'ai comme l'impression que de nouvelles sociétés de vente de carburant, de nouvelles stations-service sortent. Il y a une d'ailleurs qui est en train de rafler
tous les domaines qui se trouvent en bordure de route et qui s'installent un peu partout. Moi, je trouve quand même qu'il y a lieu de se poser des questions sur ce qui est en train d'être fait dans ce secteur. Ouais. Et je pense qu'un audit sérieux dans ce secteur permettra de mettre à nu... De voir plus clair. Exactement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et ce document démontre quoi? Puisqu'ils ont ils ont des cadres qui sont propriétaires de stations. Ces cadres-là ont donné les informations aux gérants des stations. Le 1er juin, nous allons passer à une augmentation. Donc, vous avez vu la spéculation qui s'en est suivie et tout ce qui s'est passé. Puisqu'ils ont su que l'information est trop vite partie, il faut donc reculer, faire comme si les prix vont continuer. Et au moment où on ne s'y attend pas, on sort le grand jeu. Ouais. Voilà tout ce qui est prévu. Pour sortir, enfin, voilà. Essayez de camoufler un petit peu l'actualité. Hein. Je sais un peu comment ça fonctionne. Hein. Voilà. Allez-y. Je pense que c'est ça parce que dans un premier temps, on a essayé de convaincre tout le monde que l'État perdait énormément d'argent dans le carburant parce qu'il y a eu cette guerre de terminologie. Les uns qui disaient, bon, le gouvernement, disons, qui disait qu'il subventionnait le carburant et puis l'opposition qui a démontré qu'il ne s'agissait pas de subvention mais plutôt de renoncement à une partie des redevances qui devraient lui revenir. Et cette structure des prix qui a été présentée. Après, on a trouvé les moyens de contredire, mais je crois qu'on n'a pas convaincu la population là-dessus. Et aujourd'hui, on est quand même dans une situation où il n'y a pas d'autres responsables de la crise économique que nous traversons que l'État. Parce que c'est lui-même qui nous a mis dans cette situation. Les problèmes de ressources qui ne nous permettent pas de financer notre budget, les problèmes de ressources qui ne nous permettent pas de faire face aux besoins pressants qui sont pour l'heure dans le domaine sanitaire, mais également dans le domaine de l'alimentation avec la hausse des prix, l'inflation qu'on a connue il n'y a pas longtemps. La croissance qu'on brandit ne se traduit pas automatiquement et tout ceci n'est que le reflet du travail qui n'est pas correct de la part d'un gouvernement qui promet du miel alors qu'en réalité c'est le piment qu'on est en train d'avaler depuis un certain moment. Je pense que c'est cela et ce qui s'est passé hier, je crois que tout le monde attendait à ce que le gouvernement fasse un communiqué dans la nuit. S'il n'y a pas eu ce communiqué, parce que c'était censé sortir pour le 1er juin, donc ça c'est demain, non, il prendra la parole certainement. Jusqu'hier il continuait à signer des tribunes pour parler de mauvaise foi, etc. Donc, j'ai l'impression que ce poste il attendait il y a longtemps. Oui, donc depuis qu'on l'a nommé. Non, il se défoule vraiment. Depuis qu'on l'a nommé à ce poste, les tribunes pleuvent. Tous les jours on a droit à une deux tribunes. C'est bien avant, mais actuellement ça s'est accru contre l'UFR qu'on appelle aujourd'hui Union des Frétins de... Allez, mais Antoine, s'il te plaît, avançons. Je crois il se prononcera. S'il te plaît, Antoine, merci. Mais je vais terminer là. Je crois que la population doit être vigilante. Les partenaires sociaux doivent être vigilants encore une fois parce que, comme Moïse l'a dit, on peut bien entendu calmer les ardeurs. Et puis, au moment où on ne s'attend plus, on sort ça comme j'entendais hier 13 000. J'avais commencé déjà à me demander, je crois qu'on va garer. Mais mon Dieu, Jacques Léois, c'est pas possible, allez-y. Non, mais j'en ai parlé avec lui. On dit, écoute, on va mettre le peu qu'on a dans les engins. Où on viendra à vélo à la radio. On arrive, on prend destination Kaloum, on arrive au pont Winnowam. Et puis il n'y a plus de carburant, on s'arrête tous là. On n'avance plus, on s'arrête tous là et puis voilà, on cherchera à rentrer. Mais quelle bourde quand même quoi. Je comprends pas cette communication. C'est qu'il y a, ça nous a été annoncé et il faut savoir d'abord est-ce que cette population résignée tout le temps, ce qu'on lui inculque et puis ça va, et ce qu'on lui met dans la bouche, il avale et puis ça passe. C'est une opération de test. Est-ce que ça va aller, est-ce que ça ne va pas aller? Mais déjà, je me dis que si les explications réelles sont données, accepter de l'autre côté aussi qu'il y ait des contre-explications. Ils nous disent qu'il y a subvention. D'autres nous disent qu'il n'y a pas subvention, il y a moins-value. Est-ce que entre les deux, qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité, qui nous permettent de savoir ce qui est la vérité? Aujourd'hui, qu'on nous dise qu'il y a la subvention.
De l'autre côté, il y a des ministres, par exemple, qui prennent jusqu'à 50 000 litres par mois, qui prennent 700 litres par mois, ainsi de suite. Avec quelle activité pour utiliser tout cela? Qu'on veuille dire qu'il y a de multitudes de stations à la frontière entre la Guinée et le Mali et que les gens transportaient du carburant en grande quantité de ce côté, je crois que si on ne permettait pas à ce qu'on construise toutes ces stations à ce niveau, on ne parlerait pas de cela aujourd'hui. Qu'on attende que les gens... Parce que ceux qui gèrent les gérants de stations ne sont autres que eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont des stations. Quand vous vérifiez derrière, c'est soit pour un ministre, c'est soit pour un directeur. En tout cas, ils sont tous dans l'hydrocarbure. C'est tout simple. Ouais. Où est-ce qu'on prend les agréments pour ouvrir une station? Pour ouvrir une station, c'est de leurs mains. Voilà. Ce sont eux qui sont derrière ces stations. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que non, on construit des stations partout, donc il y a trafic. Si on va moins cher en Guinée, il y a trafic. Qu'on arrête alors de livrer les agréments comme on en a fait avec les radios, les médias à un moment donné. On dit qu'il n'y a pas d'agrément. Donc on peut aussi arrêter de délivrer des agréments pour l'ouverture des stations. Alors aujourd'hui qu'on comprenne que le Guinéen en a jusqu'à la gorge. On ne peut plus continuer. Il va être difficile pour nous de vivre une autre difficulté avec l'augmentation du prix du carburant dans notre pays. S'il y a subvention dans ce secteur au niveau des carburants, ça veut dire que tous les pays du monde, en tout cas de l'Afrique, également subventionnent leur carburant. Je pense que je ne pense pas que cela soit vrai. Ensuite, Lamine, il faut voir aussi, pour amener les citoyens à ne pas ressentir les contre-coups de cette crise économique, c'est d'avoir quand même un réseau de bus pour le transport interurbain qui soit dense. D'intérêt. On n'en a pas. On en a pas. Allez. Dans d'autres pays, on parle de centaines de bus pour le transport public. Mais dans notre pays, on parle d'une vingtaine de bus. Et d'ailleurs, ces bus-là sont cloués au sol parce que le syndicat estime que depuis 19 mois, l'État n'a pas daigné mettre un seul copec pour l'entretien de ces bus, dont les moteurs sont en train de partir comme si c'était du beurre qui était en train de fondre sur le soleil. Et puis, vous avez aussi les salaires qui ne sont pas pris en compte et tout cela face à ce même État. Je pense qu'il y a beaucoup de préalables avant de vouloir passer à autre chose. Hier, vous disiez que Kouékoro ne sait pas conduire, mais par contre, je pense que c'est un très bon conducteur. Ouais. Et il regarde souvent dans le rétroviseur pour s'inspirer de Bien dit. l'histoire. Allez, on va revenir dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs. La réponse de l'État à la demande sociale. La lecture de Bahouri. Je m'occupe également de vos réactions sur Twitter, entre autres, et par SMS. On revient à 10h. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.